Oui, effectivement, nous, on va vous parler de bien-être et d'attractivité. Donc, alors, quoi vous dire? Donc, comme vous le voyez sur le titre, le projet Brise, il essaye de porter un nouveau regard sur l'attractivité des territoires, en particulier ruraux. Et donc ça, c'est son premier atout, en fait, on va dire, ou son côté un peu innovant. Et le deuxième, c'est évidemment de s'intéresser aux inégalités socio-spatiales et pour une fois, d'éviter de le faire dans l'espace urbain, mais d'aller un petit peu regarder ce qui se passe dans le monde rural et également dans le périurbain, même si vous verrez qu'on va pas traiter, on va faire l'ensemble des volets de recherche sur les espaces ruraux. Il y a un volet qui ne sera pas appliqué sur les espaces urbains et périurbains. Donc ce projet, il est né évidemment, comme va vous le dire Cédric, d'un partenariat. Oui, Cédric Szabo, donc directeur des maires ruraux de France. On a eu le plaisir de s'associer à ce projet avec d'autres acteurs, donc la CET, qui est une des filiales de la Caisse des dépôts. Personne n'a besoin que je présente la Caisse des dépôts. La RADEL non plus en Rhône-Alpes est suffisamment référente dans le domaine du développement économique pour que je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est Cap Rural avec Anne qui déjà s'est présentée et là aussi pas besoin d'être plus long là-dessus. C'est cette complémentarité d'acteurs qui nous paraissait intéressant pour nous, association nationale. Alors on peut se dire pourquoi une association nationale vient s'intégrer à un PSDR en Rhône-Alpes. L'histoire de notre association est fortement liée à Rhône-Alpes puisque les premiers créateurs en 1971 étaient originaires de l'Ain et de la Loire et que notre siège social national est à Lyon. On est un réseau d'associations départementales fortement impliquées dans cette région Rhône-Alpes et maintenant la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc ça nous paraissait intéressant de compléter un petit peu ce panel quand Lise et ses équipes sont venues nous solliciter parce qu'effectivement il y a une forme de porosité à organiser entre d'un côté l'objet d'étude qui est l'habitant, de savoir comment il ressent son vécu, son cadre de vie, à la fois celui de son cadre de vie de logement ou autour et celui lié à ses nécessités de déplacement pour aller travailler et tous ces acteurs qui finalement interagissent ou structurent et prescrivent son mode de vie et il nous paraissait important que parmi les acteurs de proximité que sont les élus, nous soyons présents pour aider à la fois à la définition de ce projet et dans les phases plutôt V2 et V3, dans une forme de porosité avec l'espace de décision, qu'il soit local ou plus global. J'ajouterais qu'en plus, si on est là aujourd'hui, c'est suite à une petite remarque qu'avait fait le président de la MRF et qui, évidemment, m'a fait réfléchir pendant un petit nombre de mois. Et puis après sont arrivés les appels à propositions PSDR. Donc du coup, le consortium pouvait être... donc vraiment, je ne serais pas là aujourd'hui, on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu, lors d'une conférence sur l'urbain et les grandes métropoles, une remarque du président de la MRF. Donc deux laboratoires, le laboratoire environnement ville société qui est en fait le référent scientifique, hein, et puis le laboratoire Pacte. Alors pas d'autres personnes en fait qui avaient déjà dans le PSDR en fait des gens de l'UMR Pacte, mais c'est une autre partie, donc sociologues qui eux sont plus habitués à faire du participatif. Donc là, on est en complémentarité par rapport à ce qu'on sait faire à EVS. Et alors, sur les communes tests, donc comme je vous l'avais dit rapidement en fait au début, on a donc 3 communes en milieu rural, une en périurbain et une en milieu urbain dense. Mais ces communes n'ont pas été déterminées a priori. Mais sachant que le projet Brise a bénéficié d'un projet qu'on a appelé Be-In, donc était un projet d'amorçage par l'université Lyon 3 qui nous a permis de tester un certain nombre de choses et de construire ce projet de manière à avoir quelques déjà idées de la faisabilité en amont et des problématiques qui étaient celles de ces espaces. Donc méthodologiquement, vous avez trois volets de recherche. Comme vous voyez, en fait,
on va partir, les échelles sont, on va dire, multiples. Hein. On part également d'un individu moyen, mais on va descendre aussi au niveau d'un collectif d'individus sur le territoire. Et puis on a, au niveau du traitement de données, on travaille à une échelle relativement fine, qui est celle de la commune, sur l'ensemble du territoire rhône-alpin. Donc ça, c'est important, je vais revenir dans la méthode. Donc un premier volet qu'on a intitulé un vent de bien-être souffle. Et là, il s'agit quoi? De déterminer les terrains sur lesquels on va travailler. Alors comment on fait? D'abord, on va évaluer les inégalités de bien-être théoriques entre les communes de Rhône-Alpes. Donc comment on fait? C'est relativement simple. On s'appuie sur un indice de bien-être théorique qui avait été construit il y a quelques années avec une de mes collègues. Et puis cet indice nous permet finalement de faire ressortir des profils de communes types déterminant le niveau de bien-être avec un indice qui varie entre 1 et 10 ou 1 et 100 selon ce qu'on fait sur nos cartes, quoi. Donc du coup, va ressortir l'idée, c'est de faire ressortir une typologie des niveaux de bien-être. Et puis, à partir de cette typologie, avec discussion avec les partenaires, les acteurs de terrain, on va déterminer les communes sur lesquelles on va aller enquêter. Donc du coup, j'arrive au deuxième volet de recherche. Le VR2, c'est les clés du bien-être subjectif. Et là, vous voyez, d'un bien-être théorique appliqué sur des théories de la justice sociale, dont je vais vous présenter quelques résultats par la suite, on arrive maintenant à déterminer le bien-être subjectif des individus. Donc le niveau de bien-être déclaré des individus, on va leur poser la question, mais aussi de déterminer les éléments du bien-être qui sont constitutifs de ce niveau de bien-être. Donc de manière théorique. Donc on va leur présenter normalement un jeu de cartes. Ils vont déterminer les cartes qui sont les plus importantes pour eux, les 10 premières. Ils vont les classer et après donner un poids pour déterminer celle qui est la plus importante. Est-ce que c'est 2 fois plus important la première que la deuxième, etc. Ces éléments constitutifs du bien-être, en fait, correspondent à des ressources du territoire. Donc on a une entrée territoire. Chaque élément est une donnée qui est géolocalisée à l'échelle de la commune. Donc évidemment, la complexité entre des éléments qui sont subjectifs et puis après d'avoir du quantitatif géolocalisé à l'échelle de la commune. Donc voilà. Donc à partir de là, on saura quels sont les éléments les plus importants et on pourra définir s'il y a une différence entre les espaces urbains, les espaces ruraux, les espaces périurbains et savoir donc ça au niveau spatial, mais aussi entre les individus. Le fait par exemple des CSP++, est-ce que les éléments qui comptent pour leur bien-être sont différents qu'une CSP moins. Voilà. Et on va pouvoir déterminer ça à l'échelle de Rhône-Alpes. Et puis après, le volet 3, donc là c'est un volet, le bien-être est dans le pré. On s'intéresse simplement à nos trois espaces du monde rural. Et là, on essaie d'évaluer la construction collective du bien-être dans chaque commune. Et d'identifier quelle est la demande sociale, qu'est-ce qui manque sur ces communes, avec les habitants en participatif, et aussi d'essayer de déterminer des solutions à ces manques, avec donc les habitants, mais aussi les maires, les acteurs locaux. Donc les livrables. Alors, sur ce qu'on peut en attendre, je vais dire à la fois dans le cadre du projet et puis de manière à ce que ce soit intéressant pour tous les acteurs. On a un certain nombre d'outils, on va dire, assez classiques, les supports de communication sur le bien-être avec une cartographie des typologies. On fera évidemment un certain nombre d'articles et de synthèses qui soient utilisables par un maximum d'acteurs. Je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très utile pour l'acteur local qui est l'élu, qui est le responsable associatif ou l'acteur économique. C'est aussi vrai et important dans un univers où les élus sont particulièrement impliqués et concernés par les réorganisations territoriales permanentes, que ces nouveaux responsables, je pense aujourd'hui au programme
programmes européens qui sont désormais au sein des services régionaux. On sait l'instabilité d'un certain nombre de processus et c'est intéressant que ces acteurs-là aussi aient une bonne connaissance de territoires pour lesquels ils ont souvent un regard bienveillant mais incomplet, pour ne pas dire imprécis. Donc on aura un usage, j'allais dire classique, mais très utile de cette partie-là. Un guide diagnostique sur le bien-être, peut-être plus et davantage tourné vers les acteurs locaux. Là encore, les élus ne sont pas les seuls acteurs, donc c'est aussi un outil qu'il faudra penser de manière complémentaire. Mais c'est aussi intéressant de regarder peut-être les combinaisons de paramètres qui contribuent dans certaines configurations à définir ce qu'est le bien-être ou un quantum de bien-être qui peut être relatif selon les saisons, selon la nature des personnes. Dans un même village, vous pouvez avoir des gens qui sont très heureux d'être là et d'autres qui sont absolument désespérés selon l'âge de la vie, leur relation, leur situation à l'emploi. On a évidemment toute cette réalité-là de forme de contradiction à gérer au niveau des élus locaux, mais qui est intéressant de pouvoir être traité par quelque part un guide qui permette de mieux comprendre les déterminants. Le référentiel de formation sur le bien-être, là aussi un outil, on va dire, assez classique mais indispensable pour les professionnels qui, vous le savez, avec nous mieux que d'autres, ne sont pas tous opérants et opérationnels en milieu rural. C'est aussi un outil pour eux. Quand des cabinets d'études viennent en milieu rural, ils ont souvent un temps d'adaptation et d'immersion. Ça peut être un outil aussi utile que de les aider à analyser cette réalité locale à partir d'un indicateur et d'une notion à la fois très subjective et originale. C'est aussi ce qui motive notre implication là-dessus, parce que c'est vrai que c'est très subjectif, mais c'est aussi le concret que l'on a en tête et au quotidien pour les élus. Donc vraiment indispensable comme référentiel pour l'ensemble, et on essaiera de le faire pour que les différents degrés de lecture et d'entrée soient adaptés à tout type de professionnels. Alors, sur l'innovation, le développement régional, j'en ai dit un petit mot. Les attentes des populations, je prends volontairement le temps de raconter une toute petite anecdote très courte pour concilier toutes les contraintes horaires de tout le monde. Mais un jour, un maire me disait, ce matin, je suis parti de chez moi, je suis descendu à la mairie, j'ai traversé la rue du village. Et à la fin, j'avais dépensé 3,5 millions parce que évidemment tout le monde m'avait demandé quelque chose et c'est du vécu, hein, on n'est pas dans le factice. Donc l'élaboration d'un diagnostic pour les élus, c'est indispensable. C'est aussi indispensable de faire comprendre aussi par cet outil-là que le besoin de diagnostic, il est aussi celui d'avoir des gens qui s'intéressent à ces territoires. L'élu souvent est un peu seul, même dans un collectif intercommunal. Le maire rural au fin fond de la vallée n'est pas forcément celui dont on s'intéresse, enfin pas le village en tout cas, dont on s'intéresse le plus. Et donc c'est important aussi de travailler sur cette notion de diagnostic partout. Et donc c'est aussi l'intérêt, on le verra tout à l'heure, d'une première cartographie qui permet de... Vous avez tous en tête dans les kiosques quelle est la ville où il fait le bien vivre, hein, et c'est toujours les 150 plus grandes communes de France, donc 0,003% de la population communale. Et donc c'est important de venir caractériser, et nous c'est vraiment pour ça aussi qu'on est intéressé à cette association, c'est la caractérisation de n'importe quel bout du territoire français, régional ici, mais on voit que le caractère transposable de l'étude pour l'ensemble du territoire national est aussi un motif d'intérêt pour nous. Les outils d'accompagnement des acteurs, j'en ai dit 2 mots. Voilà, ce sera une manière aussi. Je prends par exemple le rapport récent de la Cour des comptes qui dit à la Poste, certes, il faut que vous rationalisiez, mais on sait que dans certains territoires, la présence et le maintien de bureaux de poste non rentables est une nécessité par rapport à la perception bien réelle
de ce que certains, dans le discours commun, appellent l'abandon ou le sentiment d'abandon. Là aussi, l'intérêt de cette étude, c'est de venir donner autre chose que cette notion un peu, j'allais dire, simpliste. Comment est-ce que, dans une situation assez paradoxale qu'on constate aujourd'hui, des territoires ruraux qui sont attractifs en termes de population, des niveaux de services qui peuvent baisser, comment est-ce que interagissent aussi et comment évolue aussi la notion de bien-être perçue et réelle. L'amélioration de la vie quotidienne des habitants, là aussi, un outil multiniveau pour l'acteur local qui est l'élu, mais aussi pour tous les autres prescripteurs, je le disais tout à l'heure, celui qui va organiser les services de transport interurbains, régionaux, mesurer, et on le verra tout à l'heure dans les premières cartes, des disparités très fortes. C'est peut-être aussi une source d'interrogation sur la nature et le niveau de service que peuvent apporter aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs. Et en ça, c'est aussi un intérêt de ce projet. Voilà un petit peu à ce stade ce qu'il est utile de dire sur cette partie-là. Donc là, moi, je vais en passer au premier élément d'analyse. Donc, on va se concentrer sur le volet recherche numéro 1. Donc, on a déjà eu une réunion avec les acteurs, tous ensemble, pour rappeler un peu la méthodologie. Et vous allez voir qu'en fait, on a déjà eu des remarques qu'on a pu intégrer dans la méthode. Puis deuxième élément apporté à connaissance, c'est que bon, l'équipe qui est en charge du VR1, on a déjà pas mal eu de réunions en interne, en cercle là fermé pour des raisons organisationnelles tout simplement. Donc là, il s'agit d'évaluer donc le bien-être objectif et les inégalités socio-spatiales en Rhône-Alpes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit choisir une mesure d'abord de la distance sociale interindividuelle qui va posséder un fondement normatif, parce qu'on est là, on essaye de déterminer le bien-être théorique des individus. Donc on se base sur les théories de la justice qui, elles, traitent de critères normatifs pour juger du caractère qui soit éthique ou juste des états sociaux. Donc, ce qu'il nous faut, il nous faut quoi? Il nous faut deux éléments. Une base d'information, donc les talons de mesure, en tous les cas, de mon bien-être, retenu pour évaluer les états sociaux. Ça, c'est le premier élément. Donc, ce que nous, on va constituer, en fait, une métrique, en fait. Puis, deuxième élément, il nous faut un critère d'équité. Donc, l'élément d'évaluation du degré de justice de la distribution dans une société. Sur la base évidemment de la base d'information qu'on a donnée donc sur notre métrique. Donc qu'est-ce qu'on choisit? Donc évidemment revue de la littérature, travaux qu'on a déjà on s'était déjà confronté à cette problématique il y a quelques années. Donc on choisit en fait une mesure de bien-être, celle qu'on avait mobilisée, du moins méthodologiquement, dans des travaux avec Elisabeth Tovar en 2010. Donc on a une mesure du bien-être. Souvent le bien-être, dans l'approche par exemple benthianienne, pour les économistes, on va utiliser comme proxy le revenu. Là on va au-delà. On dit le bien-être, c'est pas seulement ça, c'est pas un niveau de bonheur, c'est pas des peines et des plaisirs. Il est multidimensionnel. Donc on choisit une mesure multidimensionnelle avec trois dimensions. Donc les opportunités, donc ce que je peux être et ce que je peux faire, pour dire vite. La liberté de choix, donc est-ce que j'ai un contrôle et un pouvoir sur les décisions qui sont prises, notamment au niveau politique publique, par exemple. Et puis, troisième dimension, c'est le vécu des individus. Donc, la réalité, généralement, on n'utilise que celle-ci, comme pour évaluer le bien-être des individus. Et puis, deuxième élément, on sait très bien que l'environnement socio-économique des individus peut influencer la formation de leurs préférences, ce qui vont leurs aspirations, en fait. Ça va déterminer leurs préférences et donc leurs aspirations. Si j'habite dans un quartier défavorisé et que j'ai 18 ans, souvent, je ne vais pas penser que je vais pouvoir rentrer à Sciences Po. Parce que je suis dans un lycée où il y a très peu de personnes qui ont pu avoir ce parcours. Par contre, si je suis dans un lieu beaucoup plus diversifié socialement, je vais pouvoir ouvrir mes possibles. Donc, c'est le verrouillage, en fait, des destins individuels qui peut être lié à l'espace, au lieu dans lequel on vit, d'accord? Mais ça soit les individus qui sont à côté de nous, mais aussi ce qu'on a à proximité de nous, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a donc nos trois dimensions et on va
retenir donc on va retenir un certain nombre d'indicateurs qui correspondent à chacune de ces dimensions. Donc pour les opportunités, ce que je peux être et ce que je peux faire, je vais simplement déterminer, si j'ai une bonne éducation, normalement, je peux faire plus de choses que si j'ai un niveau d'éducation plus faible. C'est évidemment relatif, on est d'accord. Mais là, on cherche quelque chose qui est normatif. Hein. Donc, et pour chacun de ces indicateurs, donc on va avoir derrière une variable statistique qui va être mobilisée. Donc l'ensemble de ces indicateurs, on les a retravaillés. On en avait discuté justement lors de la première réunion. Et il est apparu que, par exemple, dans les opportunités, dans la dimension des opportunités, ce que je peux faire et ce que je peux être, avoir accès aux TIC semblait un élément primordial si on voulait transposer ça à l'échelle territoriale. Et donc ça a été vraiment une contribution là, de Cédric. Donc l'accès au réseau Internet et mobile. Et c'est vrai, si on réfléchit, ça peut être excluant. Après, le bien-être comme liberté, c'est ne pas être discriminé ou avoir les moyens d'influencer les décisions publiques. La première chose pour influencer les décisions publiques, c'est d'aller voter. Donc, donc si je n'ai pas le droit de vote, déjà, mon niveau de bien-être devrait être plus faible. Voilà, de manière normative, on est d'accord. Et puis, après, la troisième dimension, c'est le vécu. Donc là, il n'y a généralement pas de question. Avoir un revenu décent. Donc, à l'échelle de la commune, c'est le revenu fiscal moyen par foyer fiscal. Avoir un logement décent, être bien inséré sur le marché du travail, être proche des services. Et donc chacun de ces éléments doivent être positionnés dans la bonne dimension, qui fait évidemment à chaque fois discussion. Donc on a des variables statistiques. J'ai laissé de côté évidemment oui, mais c'est fini. Hein. J'ai laissé de côté en fait la manière dont on va créer notre indicateur, mais c'est une moyenne pondérée. Hein. Un petit peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Et donc, on arrive à produire sur les territoires en ayant un indicateur qui va de 0 à 1 de niveau de bien-être, théorique. Hein. Ce n'est pas celui qui est déclaré par les individus, c'est le VR2. Hein. D'accord. On peut voir, en fait, en mettant simplement à plat sur une carte au niveau communal et au niveau de bien-être, des disparités qui sont relativement importantes. Donc première chose, qu'est-ce qu'on voit? Des espaces de faible niveau de bien-être, comme les centres urbains avec les quartiers populaires, simplement parce que c'est l'effet quartier populaire, la dimension 2, qui joue dessus. Et des espaces ruraux de moyenne montagne. Donc en rouge sont les espaces de mal-être que vous avez, que vous reconnaissez en fait, vous les connaissez. Et puis de l'autre côté, on a des espaces de bien-être élevés. Donc ça, c'est les premiers résultats. On n'a pas fini, on va faire une typo. Et deuxième élément, et là généralement c'est ce qui se passe, tout le monde se met à parler. Est-ce que c'est dans la représentation que vous avez, c'était bien ça, d'accord? Et donc théoriquement, voilà ce qu'on retrouve. Et l'idée, c'est de faire derrière, de sortir une typologie ou plusieurs typologies qui évidemment statistiquement sera robuste avec des tests sur notre typo. Et donc là, on est en train de chercher des tests parce qu'on spatialise, donc quelque chose d'un petit peu particulier, pour proposer différentes typologies, regarder sur quel territoire on va aller travailler maintenant. Et vous voyez qu'il y a un résultat qui est très important, et on revient à une contribution encore de la discussion avec les acteurs locaux. La mobilité serait un déterminant des inégalités de bien-être. Regardez, les niveaux de bien-être sont les plus élevés le long des voies de... Eh bien oui, mais vous dites bien oui, mais nous, on l'a montré de façon normative. Ça change la donne. Et maintenant, ce qu'on va faire dans la deuxième partie, c'est qu'on va aller voir le niveau de bien-être déclaré des personnes. Et on peut le comparer à ce niveau de bien-être qui est un niveau de bien-être, évidemment, théorique. Je l'ai bien annoncé. Mais il faut bien partir de la théorie pour pouvoir savoir sur quel territoire. On n'a pas de subjectivité comme ça. À ce moment-là, on s'en extrait. D'accord ? Et puis dans le deuxième, là effectivement, on va être sur des territoires différenciés. On va essayer à partir d'un jeu de cartes, d'éléments qui sont présents sur les territoires, déterminer ceux qui sont les plus importants pour les individus, connaître leur niveau de bien-être, et puis continuer comme ça jusqu'à proposer des éléments de mesures de politique publique pour au moins réussir à améliorer la situation des individus sur les communes sur lesquelles on aura travaillé. Et on le fera avec la population locale. Merci.